messieurs, le confinement tue. Cela fait des mois que des scientifiques intègres, comme Mme Stuckelberger et moi-même, essayons d'alerter le Conseil d'État sur la gravité des mesures qu'ils prennent. Et totalement inféodés à cette commission sortie d'on ne sait où, si ce n'est qu'ils sont tous pétris de conflits d'intérêts, le Conseil d'État n'écoute pas. Quelle est la situation aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le canton de Genève ? Genève est en 19e position des cantons suisses en termes d'occupation. 68% du service est occupé, alors que la norme est de 75% et que le CHUV, ces dernières années, a connu des taux d'occupation annuels de 90%. Qu'est-ce que cela veut dire, mesdames et messieurs? C'est qu'il n'y a aucune urgence sanitaire à l'heure actuelle. Bravo. Le gouvernement vous ment en vous donnant des chiffres qui sont sortis de leur contexte, en brandissant systématiquement les chiffres qui sont les plus inquiétants. Je sais que la presse est avec nous, qui joue un lourd rôle dans cette situation. Voilà ce qu'elles ont écrit. Sur la question des unités de soins intensifs, les infographies publiées et actualisées chaque jour dans les médias qui omettent de mettre en contexte les chiffres présentés ne permettent pas à la population de se faire une idée fondée sur des preuves solides de la situation dans les hôpitaux. Dans un monde idéal, c'est aux exécutifs qu'il reviendrait d'expliquer la réalité des choses. Mais, conclut-il, comme nous ne vivons pas dans un monde idéal, ce rôle échoit normalement aux médias. C'est à eux de poser ces questions, d'aller chercher l'information et de donner les moyens au public d'interpréter ces éléments, mais aussi de confronter le gouvernement avec ses faits. Et elle conclut, la question donc est, où sont passés les journalistes ? La réalité, mesdames et messieurs, est que les mesures qui vous sont imposées aujourd'hui n'ont aucune utilité sanitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas quelques complotistes, ce sont les meilleurs scientifiques au monde. Christophe de Brouet, ancien directeur de l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, a dit « D'une part, la poussée épidémique que nous connaissons actuellement ne diffère en rien des poussées épidémiques grippales banales de moyenne intensité. Il n'y a pas de surcharge des soins intensifs anormale pour cette saison. Les mesures de limitation de nos libertés actuelles ne se justifient en rien, elles doivent être levées en urgence. Un des meilleurs connaisseurs de santé publique d'Europe. Les gens à Zurich écoutent ces experts-là, les gens à Berne écoutent les experts-là. Pourquoi le Conseil d'État, genevois, continue-t-il de harceler, de mettre en souffrance et de conduire au désespoir ce qui fait la force vive de ce canton ? Je reprends. Les mesures de coercition actuelles sont purement politiques. Un des meilleurs connaisseurs de santé publique d'Europe. Elles ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. Nous avons à suffisance donné les arguments scientifiques à cette vérification. Il est urgent de redonner à chacun les moyens pieds et entiers de sa vie sans plus d'atteinte aux libertés constitutionnelles. Avoir pris de telles mesures, mesdames et messieurs, est un scandale. Les maintenir pose la question d'un agenda politique qui n'a rien de sanitaire et dont les bases sont profondément antidémocratiques. Finalement, on est bien obligé de se poser des questions. Hier soir, même chez David Pujadas, ils ont observé que toutes les courbes épidémiques avaient commencé à redescendre avant l'imposition du couvre-feu et du confinement, et que le couvre-feu et le confinement n'y sont pour rien. Les directeurs du Centre pour la médecine basée sur les preuves de l'université d'Oxford, qui est la plus grande autorité scientifique, disent que ces mesures n'ont pas de validité probante. En l'absence de résultats clairs, on ne sait pas si elles marchent. La seule initiative politique qui semble compter est la suivante. Plus il y a de restrictions, mieux c'est. Nous ne sommes pas des jouets dans les mains du Conseil d'État. Pierre-Yves Maillard, conseiller d'État vaudois sortant, a dit « Au printemps, on pouvait justifier des restrictions. Depuis, on voit que les confinements n'offrent que de très courts répits pour des dégâts immenses. » C'est ça. Alors, et j'en terminerai avec ça, que se passe-t-il ? Mesdames et messieurs, devant vous aujourd'hui, j'accuse solennellement le Conseil d'État de participer à une corruption systémique.
Vous savez, il y a des avocats parmi nous que ce sont des propos qui peuvent me valoir une poursuite en justice et une condamnation. J'attends le Conseil d'État de pied ferme. Et nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. N'a aucune légitimité démocratique, mais il n'a non plus aucune légitimité scientifique, car il est aux mains de la corruption. Ce n'est pas Jean-Dominique Michel qui le dit, c'est le British Medical Journal, un des 3 plus importants revues médicales au monde, qui vient d'écrire ceci, et j'en terminerai avec ça. La science est réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle et elle est nuisible pour la santé publique. Les politiciens et l'industrie sont responsables de ce détournement opportuniste. Les scientifiques et les experts de la santé le sont également. La pandémie a révélé comment le complexe politico-médical peut être manipulé par ceux qui sont au pouvoir, et à mesure que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus ivres de pouvoir, on pense tous à quelqu'un, je crois, dans cette République, les vérités dérangeantes de la science sont supprimées. Lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. Voilà ce que dit, mesdames et messieurs, l'une des principales revues scientifiques au monde. Et moi, j'observe que le Conseil d'État ne défend pas vos intérêts, ne défend pas les intérêts de la population, mais l'intérêt d'une mafia pharmaco-vaccinale et de groupes comme les GAFAM, comme Amazon. C'est une trahison du mandat qui lui a été confié par la population. De tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Bien, je souhaite la bienvenue à Madame Ena Cruzzi, grand spécialiste de recherche d'information. Merci à elle, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Il y a tant à dire. Je suis venue les mains vides, j'ai rien écrit. J'ai tellement de choses à vous dire. Ici, commerçants, restaurateurs, mais clients aussi. Vraiment. Il y a tant à dire, il y a des médias qui sont là. Je remercie Jean-Dominique Michel pour ton courage. Parce que ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est fort. Je reprends effectivement des chiffres, peut-être que vous ne les avez pas vus. Je passe mes journées depuis le mois de mars à éplucher les rapports, les études, à faire traduire ce que je ne comprends pas. Est-ce que vous savez que dans le premier épisode Covid à Genève, sur les environ 300 décès dans le canton, seulement 24 sont morts au HUG. Est-ce que vous saviez que seulement 24 personnes sont décédées dans la première vague Covid au HUG et que le reste était dans des EMS? Non, vous ne le savez pas, parce que personne ne vous l'a dit. Personne ne vous l'a dit. Aujourd'hui, on parle d'hôpitaux surchargés. Je vais vous donner un autre chiffre qui fait froid dans le dos. Chaque année en Suisse, il y a 1,5 million d'hospitalisations. Et cette année, pour les 2 vagues Covid, on arrive à 0,7% d'hospitalisation. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi non plus, je trouve pas ça normal. Comme vous, probablement beaucoup d'entre vous, j'ai une entreprise familiale. Et comme vous, nous avons tous participé à la construction de Genève. Et une poignée de personnes maintenant, droguées au pouvoir, qui n'ont aucune légitimité, prennent des décisions qui sont à l'encontre du bien public et aussi de votre santé, parce que le travail, c'est la santé. Alors vivre avec la peur au ventre tous les jours. Si maintenant, et j'invite l'Aimant Bleu qui est présent avec nous, si ces chaînes-là prenaient enfin leur devoir d'information à cœur, elles avertiraient, elles informeraient comme il se doit. Et quand on pense qu'une armée en Suisse, depuis 100 ans, attend un ennemi qui n'arrivera jamais et dépense 4 milliards par année, où est cet argent pour les commerçants? Où est cet argent pour les restaurateurs et pour les gens qui construisent Genève?
c'est une bande de voyous. Oui, c'est une bande de voyous. Parce qu'une fois qu'un mandat politique est fini, on se barre. Et vous, vous êtes là, vous êtes debout. Parce que vous voulez travailler. Vous n'êtes pas ici pour demander de l'argent. Vous êtes là ici parce que vous voulez travailler. Il est évident que la moindre des choses quand on prend une décision, qu'elle soit légitime ou pas, c'est d'assumer. Mais je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que nos politiciens n'assument plus depuis bien longtemps, n'est-ce pas? L'argent, il est là. Quand on voit les milliards débloqués pour l'industrie pharmaceutique, l'argent, il est là. Alors moi, j'entends depuis un certain nombre de temps que le Conseil d'État pense à nous, pense à vous. J'entends les mots de solidarité comme d'habitude. Alors moi, j'ai une proposition à faire au Conseil d'État aujourd'hui pour prouver sa solidarité déjà dans un premier temps. C'est de mettre leur salaire au RHT. C'est pas la moindre des choses, non? Quant aux propriétaires qui devront choisir, parce qu'au final, les aides ne sont pas des aides. C'est aux propriétaires de choisir. Je fais partie des locataires qui n'ont pas eu un franc d'aide par le propriétaire depuis le mois de mars. Comme vous tous, j'imagine. Eh bien, je pense que vous avez compris que ce n'est plus le temps d'attendre. Ce n'est plus le temps d'attendre la permission pour vivre et préparer un avenir pour vos enfants. J'aimerais aussi vous dire que je suis en colère contre les dirigeants des hôpitaux universitaires genevois. Parce que quand on prend la population en otage sur la culpabilité et la peur, alors que c'est leur travail et que les services de réanimation ne sont pas plus pris que d'autres années, c'est le propre des services de réanimation d'être plein à 90%. On a mis la pression sur les soignants au lieu de les payer. Je suis tous les jours au téléphone avec des médecins, des anesthésistes, des réanimateurs qui n'osent pas parler. C'est l'omerta totale. Si aujourd'hui, vous vous posez des questions sur la politique sanitaire, vous vous prenez comme réponse sur Facebook par M. Podja que vous ne mériterez pas de soins en cas de problème. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est ça une démocratie? L'homme esclave se demande si c'est légal. L'homme libre se demande si c'est juste. Et moi, je considère que ce qui se passe n'est pas juste depuis un sacré bout de temps. Alors je vous invite vraiment, les amis, parce que vous ne l'entendrez sur aucun plateau, à prendre soin de votre immunité, de votre état moral, de vous serrer les coudes, d'être solidaire, de ne pas attendre la solution miracle qui sera un coup d'aiguille et de vaccin. Je n'y crois pas. Ce qui compte, c'est votre solidarité, votre immunité. Et soyez tous ensemble debout pour continuer. Merci les amis. Restez dignes et informez-vous. À la source directement, Jean-Dominique Michel vous a parlé d'études scientifiques. Le docteur Astrid Stuckelberger, qui a un grand courage, vous expliquera après certains points importants. Remettez en question ce qui vous paraît probablement évident. Éteignez la télévision. Je souhaite vraiment que les médias arrêtent cette hystérie. Parce que quand l'heure des comptes aura sonné, ça va faire mal pour beaucoup. À bientôt. Et merci pour votre accueil. Alinéa 1 et 2. L'alinéa 1 dit « La liberté économique est garantie ». L'alinéa 2 dit « Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée
et son libre exercice. C'est suite à la lecture de cet article que j'ai décidé de venir aujourd'hui donner un petit coup de main, un petit coup de pouce à vous tous qui êtes là. Je vais commencer par un petit extrait que j'ai pour habitude de lire à toutes les manifestations auxquelles j'ai participé. Ce n'est pas un texte de moi, je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit, mais je vous lis quand même. Je pense qu'il faut être très vigilant et regarder quelle partie de nous s'exprime. Car il est facile de créer la séparation qui va créer les guerres, comme à l'époque des Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. C'est dans l'unité que nous pouvons changer les choses, et cette unité commence par l'inclusion. Une personne qui a été toute sa vie sous hypnose de masse, pensez-vous qu'en la traitant de mouton et en jugeant son système de croyance, elle va ouvrir ses oreilles? Chez moi, ça ne fonctionne pas. Si une personne m'insulte pour que j'adhère à ses idées, aussi juste soit-elle, je vais me braquer. Par contre, aller vers elle, comprendre comment la personne fonctionne, questionner ses croyances sans jugement, cela ouvre des brèches. Quand je vois la réaction des gens, cela me confirme juste que c'est là-dessus que beaucoup de personnes projettent leurs blessures les plus profondes. Et il faut vraiment faire très attention. Nelson Mandela a fini en prison pour sa posture de séparation. Même si sa cause était noble, son guerrier était blessé. Quand il est sorti de prison, il a appris à aimer sans juger ses tortionnaires, à inclure et non plus diviser. Son guerrier n'était plus blessé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a eu l'alignement qui lui a permis de changer toute une nation. La semaine passée, donc samedi 14 novembre, ça s'est tellement bien passé que la police a décidé d'agir avec proportionnalité. En effet, il n'y avait pas de profil extrémiste, pas de casseurs, pas d'extrême droite, pas d'homophobes. Une ambiance totalement pacifique et bon enfant pour les 800 participants qui ont traversé le pont. Il y a un petit bémol, et je vais vous en parler en avant-première aujourd'hui, par rapport à l'arrestation des 2 personnes qui ont été arrêtées le 14 novembre lors de la marche silencieuse solidaire. L'une des 2 personnes qui ont été arrêtées, je la connais personnellement, et elle m'est proche. L'épouse de celui qu'on va appeler Jean a parcouru toute seule, la nuit tombée, toute la ville de Genève de poste de police en poste de police à la recherche de son époux. Je l'ai eu au bout du fil à maintes reprises et senti toute la détresse qu'elle vivait face à la situation. Elle a fait un grand nombre de téléphones auprès de différents terminaux de police sans jamais avoir de réponse quant au lieu de détention de son mari. Pas de réponse non plus quant à la durée de sa détention ou les motifs d'arrestation. La police elle-même n'était pas au courant du motif de l'arrestation. C'est une torture psychologique injustifiée et gratuite, infligée à une épouse aimante qui n'a jamais fait l'objet d'une implication dans des faits répréhensibles par la loi, sans motif annoncé ni délai de libération, pas plus que l'endroit de la détention. Aucune communication n'a été possible avec Jean dès l'instant de l'arrestation, son téléphone ayant été confisqué. Aucune épouse au monde n'aimerait traverser ces heures d'incertitude et d'angoisse vis-à-vis de son être aimé. Pas plus qu'une mère d'ailleurs. Je vais vous lire maintenant de Stuckelberger, notamment chargé de cours et de recherche à la faculté de médecine de Genève. Soyez la bienvenue, j'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci. Merci. C'est la première fois que je m'adresse en politique, si on veut, comme ça, à la population. Je suis enchantée de pouvoir prendre la parole. Si je prends la parole, c'est au nom de tous ceux qui ne peuvent pas la prendre. Et ce n'est pas à cause des masques. C'est parce qu'on leur interdit de parler, sinon ils perdent leur travail en médecine et dans les professionnels de santé. Et je peux vous dire qu'on m'écrit grâce à Emma et la vidéo qui a fait le buzz et Hold Up maintenant.
Il y a des médecins qui m'écrivent, ils me disent je veux faire quelque chose, je les appelle, ils me disent mais je peux pas parce que sinon je vais perdre mon travail. Donc c'est très très grave ce qui arrive, je peux vous dire, dans le mensonge, ça a été dit par Jean-Dominique et par Emma, mais ce qui est très grave, je vais vous prendre des anecdotes et je vais vous déconstruire, si vous voulez, un petit peu comme ça, vous allez être rassurés. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de pandémie, c'est fini, c'est pas une pandémie. L'Asie va très bien, Taïwan n'a pas eu un seul cas depuis 200 jours. Vous pouvez regarder, comme ça a été dit, les courbes de mortalité des autres années et de maintenant. Suisse, je les poste, je les mets devant des gens qui me détractent et ils disent que c'est pas important. Il y a le même taux de mortalité que les autres années. On peut même dire qu'en 2015, quand il y a eu la canicule aussi après, je sais plus si c'est, c'est exactement, ça c'est beaucoup plus élevé le taux de mortalité. Donc le taux de mortalité, par exemple, pourquoi il est important? C'est parce que le mot gravité, dans la loi du Covid qui nous est imposée maintenant, le mot gravité leur permet de nous mettre des masques, de nous confiner au niveau fédéral. Et le mot gravité lié aux pandémies et aux épidémies, c'est numéro 1 taux surnuméraire de morts. Donc vous regardez, comme ça a été dit par Emma, il n'y a pas de... On meurt, 150 000 personnes par jour dans le monde meurent. C'est une réalité parce qu'il y a des personnes en fin de vie et comme vous savez, Raoult, d'autres, ce qu'on peut croire, c'est même pas une croyance, c'est des faits. Il y a 99% des personnes qui vont bien et il y a 1% qui sont en fin de vie et c'est celles-là qui sont, comme on dit en anglais, les hanging fruits, les fruits qui pendent et ils tombent. Et là, ils sont tombés un peu plus tôt où normalement, ils tombent avec la grippe, par exemple. Donc oui, il y a eu une épidémie très grande qui était une pandémie parce qu'elle était dans le monde entier entre février et avril, une grande courbe, et après elle est descendue, il n'y en avait plus. Et maintenant ce qu'on voit, c'est un mutant, c'est des mutations parce que les virus font partie de nous et ils sont même bons pour notre santé. Je pense qu'une blague que vous pourrez faire quand vous ouvrez, c'est de faire des repas au virus, vous voyez, parce qu'il faut quand même relativiser ce mot virus, ils font partie de nous, ils vivent avec nous. Et donc maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a la grippe, il y a d'autres maladies, et qu'on met, par exemple, le mot décès avec Covid, on met à cause de Covid. Alors ça, c'est un mot, je vous déconstruis la rhétorique qui est complètement folle des décès à cause du Covid. C'est pas vrai. Et je peux vous dire, alors ça, c'est la première chose. La déconstruction de ce test, si vous voulez, j'ai fait tous les labos, j'ai appelé même les laboratoires avouent que ce test n'est pas valable pour un diagnostic parce que, en fait, le plus on est immunisé, le plus vous allez être testé positif. Alors, vous pouvez continuer. Voilà. Et il y a des personnes, il y a des médecins et des personnes, vous pouvez faire le test vous-même, le même jour, ils se testent 4 fois. Elon Musk, il a fait ça, il a posté, il a 2 tests positifs et 2 tests négatifs. Alors, c'est comique et tragique parce que, en fait, c'est ces décisions-là desquelles on souffre et que les politiciens utilisent pour prendre des décisions, terroriser la population. Et ce qui m'inquiète, je vais vous dire, puis après on reviendra là-dessus, ce qui m'inquiète, c'est que cette loi Covid, si elle reste et qu'il continue à faire la rhétorique du drame, eh ben, on va avoir la loi Covid installée, qui est une loi terroriste et qui est une loi... si on ne signe pas un référendum que vous pouvez trouver sur les Amis de la Constitution, et on le cache bien, hein, mais il faut qu'on ait 50 000 signatures encore, parce que sinon cette loi Covid, elle va passer dans tous les pays, un drôle de truc qui se passe. Hein, il y en a 50. Ah, ok, il y en a 50 dans la four ici, ça va pas être assez, hein. Vous voulez faire comment? Ok, bon, on va le faire. Voilà, donc ça c'est une chose qui est très importante. La loi Covid est basée sur le même mot gravité, et le mot gravité est basé sur le mot décès. Il n'y a pas de décès surnuméraire et il n'y a pas de malade surnuméraire. C'est normal dans les saisons qu'on a. Un autre truc que je veux déconstruire un peu, l'histoire des engorgements. En fait, vous êtes dans un métier que vous connaissez bien. S'il y a plusieurs portes à votre restaurant ou à votre hôtel, les gens passent par plusieurs portes, ils arrivent dans l'hôtel. Mais si vous fermez toutes les portes, vous en mettez qu'une et vous foutez l'alarme, tout le monde va arriver dans la même porte. C'est exactement ce qui est en train d'arriver dans les urgences. Et il y a des hôpitaux qui se permettent, comme Fribourg, le docteur Blondel, de mettre son masque et d'aller apeurer
la société en disant c'est les urgences, les ambulances arrivent les unes après les autres, il ne faut pas les croire. Je vous dis encore un truc que j'ai vu il y a 7 semaines, et ça c'est criminel. Je ne sais pas qui on peut attaquer parce qu'en fait une des tactiques c'est d'attaquer une personne, pas un gouvernement, mais une personne dans le gouvernement, et là il va se dégonfler. Alors, dans le TJ, ouais, pas dire, j'ose pas dire ce qu'on doit dire, mais ouais, vous avez compris, oui, voilà. Donc, dans le tribunal, dans le TG de cette semaine, on m'envoie la petite vidéo des urgences où on dit c'est plein. Qu'est-ce que vous avez vu? Ceux qui l'ont vu, ils ont mis un truc illégal, ils ont mis un cercueil et qui se poussait dans l'hôpital. Je peux vous dire que c'est faux. J'ai jamais de ma vie vu un cercueil dans un hôpital. Non. Dans un hôpital, c'est pas ça qu'on fait dans un hôpital. On a un décès, on le met à la morgue, on le met chez l'autre, là, à la morgue, et c'est là-bas, chez le croque-mort, qu'on le met dans le cercueil. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est que la journaliste, elle n'a rien dit, elle a dit il y a beaucoup, elle n'a donné aucun chiffre, elle a généralisé et on terrorise la population. Et c'est inadmissible, éthiquement. Voilà. Alors je vais encore dire quelque chose, parce que sinon je vais rester encore des heures. Mais on est dans le siège ici mondial de l'Organisation mondiale de la santé. Si je me permets de dire des choses, c'est parce que j'ai travaillé très souvent avec l'OMS, payé par l'OMS, avec l'université ou pas, et 3 ans avec les pandémies. Sur les pandémies, eh ben, ce que l'OMS dit, et il y a un règlement sanitaire international qui a été signé par tous les pays pour les plans de préparation aux pandémies, la Suisse l'a signé, eh ben, ce n'est pas respecté par la Suisse. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'OMS change tout le temps, ils disent les masques ne sont pas importants jusqu'au 20 octobre, ils ont dit ne mettez pas de masques. Et maintenant, tout à coup, ils ont dit mettre les masques. Alors vous voyez que même avec l'OMS, on a un problème. Donc je voulais juste vous dire, ah ouais, il y a encore un truc. Les tests, quand vous voyez des cas, c'est pas des cas, c'est des tests. Les tests sont faux. Donc quand vous avez besoin de faire un test, allez faire des tests antigènes qui sont bien plus fiables parce que c'est seulement quand vous êtes malade. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison et vous allez très bien et la santé de la population. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est d'abord que je veux dire que les restaurants et les hôtels sont un lieu de santé. C'est un lieu qui vous appartient. La population doit reprendre sa place et vous devez reprendre votre place parce que vous êtes des producteurs de santé et de bien-être et de santé mentale. Et en fait, je pense que dans le futur, vous pouvez en fait transformer même votre restaurant et votre hôtel dans un lieu de message, dans un lieu d'information. Vous pouvez faire des menus de nutrition. La nutrition, c'est un des premiers médicaments pour la santé, c'est dans l'épigénétique. Et vraiment, et sachez ça, c'est que la faculté de médecine ne donne aucun cours sur la nutrition pendant 6 ans de médecine, sauf si vous faites de la diabétologie ou comme ça. Donc vous avez un rôle de santé, je vous demande de le reprendre et puis de faire participer au bonheur des gens, parce que comme vous l'avez toujours fait, et j'espère vraiment que les médias qui sont là, alternatives, non, je ne vais pas dire non, ils sont là, et puis qu'on puisse faire un monde plus transparent, éthique, et que vos hôtels et vos restaurants vont pouvoir faire un nouveau message de santé dans le monde, dans le futur. Et je vous soutiens à fond. Merci beaucoup. Où on a le plaisir de rencontrer notre ami qui va se présenter, mais je crois qu'il est déjà assez connu, mais on va le laisser donc la parole, parce que c'est mieux que ce soit lui qui s'exprime plutôt que moi. Bonjour, je m'appelle Jean-Dominique Michel, je suis anthropologue de la santé dans la vraie vie, puis dans ma vie parallèle, je suis complotiste, imposteur, charlatan, toutes sortes de qualificatifs qui m'ont été affublés très récemment, mais voilà, ça me fait un autre personnage. Bienvenue au club. Bienvenue au club, parce qu'Agora TV est aussi complotiste, conspirationniste. Mais vous l'êtes vraiment, non? Il paraît. Ouais. Bon, nous on le savait pas, on l'a appris récemment. Hein. Voilà. Ben, en fait, nous ce qu'on est, c'est qu'on est une chaîne ouverte, indépendante. Effectivement, Agora TV c'est nous, mais moi j'aime à dire à toute cette foule qui est devant nous que Agora TV c'est avant tout leur chaîne, à eux qui leur appartient, et que grâce à eux, Agora TV est aujourd'hui ce qu'elle est. Et on donne la parole comme ça à des citoyens qui deviennent pendant l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure, journalistes citoyens. Et là, c'est un petit peu votre cas, vous devenez un peu aussi journaliste pour Agora TV, un citoyen à part entière. Très bien, Agora veut dire ce que ça veut dire, donc merci de m'accueillir. Et puis c'est vrai que dans les différentes péripéties que j'ai vécues, voilà,
on a vraiment lourdement insisté sur le fait que j'appartenais au mouvement conspirationniste, trumpien, d'extrême droite, etc. Et moi j'ai toujours coutume de répondre, je parle avec toutes les personnes qui respectent le code pénal. Et donc je n'ai absolument aucun tabou à parler ni à des gens du gouvernement, ni à des gens qui ont telle ou telle étiquette, parce que le dialogue c'est encore la valeur la plus forte que nous avons et il faut qu'on y renonce pour rien au monde. On a pu voir sur le podium, vous aviez tenu un discours assez fort, assez puissant, avec aussi quelques dénonciations et des pointages de doigts, sans aucune peur et aucune retenue. Vous êtes sûr de vous dans cette situation ? J'ai une double caractéristique. La première, c'est que je suis un homme libre. Je me suis acquis les moyens de ma liberté, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc rares sont les personnes à ne pas redouter des menaces ou des conséquences à leur prise de parole. Moi, je me suis exonéré de tout ça. Et puis l'autre élément, c'est qu'effectivement, dans mon domaine d'expertise, ça fait une vingtaine d'années que je suis un des meilleurs connaisseurs de la corruption systémique dans le domaine de la santé. Et donc, quand j'avance quelque chose, c'est documenté par suffisamment de références solides pour que je n'ai pas à redouter. Donc là, j'ai carrément partagé, j'ai émis une accusation envers le Conseil d'État genevois qui est celle d'être soumis à un système de corruption systémique. Je crois que c'est la seule explication possible à ce que nous sommes en train de voir. C'est quelque chose qui est dénoncé aujourd'hui même par les principales revues médicales qui disent qu'on ne peut pas comprendre la gestion du Covid si on ne comprend pas la réalité de cette corruption dans nos États démocratiques. Et je vois que M. Poggia et le Conseil d'État ont systématiquement prêté oreille à des milieux qui sont lourdement grevés de conflits d'intérêts et dont il est évident qu'ils ne sont pas honnêtes, tout en refusant d'écouter de quelque manière que ce soit des scientifiques intègres. Et donc c'est de ma responsabilité, avec les risques que ça implique, de le dire haut et fort. Voilà, sa responsabilité, on est bien d'accord. Pour revenir au film Hold Up, qui a eu un grand succès. Alors peut-être pas le succès qui était prévu, parce que en principe ce film devait sortir au cinéma, mais il y a eu donc la fermeture des cinémas en France. Il devait sortir, être payant, et puis il y a eu quelques mésaventures, mais finalement le bouche à oreille et puis l'engouement dans les réseaux sociaux a fait que ce film a été vu certainement des millions de fois, peut-être plus encore que si ce film était sorti de manière traditionnelle. Et ce qui nous surprend beaucoup, c'est que face à tel engouement, parce qu'on voit que nous-mêmes on a mis une copie sur le film, on a 95% d'avis positifs sur le film, il y a au contraire au niveau des médias, qu'on va dire traditionnels, consensuels, des attaques qui sont générales, quoi. Comment vous pouvez expliquer ça ? On est obligé de poser le constat que les médias participent aujourd'hui activement à ce système de corruption systémique, notamment en manipulant l'information telle qu'elle est donnée au public, en occultant certains chiffres, en mettant en valeur d'autres, en défaillant à faire ce travail de comparaison et de contraste. Est-ce que c'est pire que les autres années ? Est-ce qu'il n'y a jamais rien eu de comparable au cours des décennies écoulées, ou est-ce que c'est quelque chose qui se représente de temps à autre? Et donc les médias participent très activement à ce mouvement de terrorisation de la société et de la population. J'ai beaucoup interpellé les médias en Suisse à ce sujet, mais on voit qu'il y a une totale perte d'indépendance. Et puis ça pose vraiment pour moi une question civilisationnelle, c'est que les médias ont vocation à être un quatrième pouvoir, d'être celui qui justement met au défi les gouvernants de prouver la véracité de leurs dires. Et dans cette affaire, les médias n'ont fait que prendre le parti des autorités, s'attaquer avec une brutalité sans précédent aux dissidents, aux opposants, dont je me suis retrouvé à faire partie. Et en l'occurrence, et j'en terminerai avec ça, mais dans la couverture médiatique du film Hold Up, c'est hilarant, parce qu'ils ont reproché à Hold Up tout ce qu'ils font eux-mêmes, c'est-à-dire de prendre des séquences par-ci par-là, de les combiner d'une manière tendancieuse, et au fond ils ont fait leur propre procès, mais d'une manière qui parvient encore à tromper une grande partie de la population, qui croit les figures d'autorité, qu'ils soient médecins, conseillers d'État ou journalistes, alors qu'aujourd'hui l'esprit critique est une nécessité vitale. Ils ont même ajouté dans Hold Up que c'était pas construit, que les informations elles étaient erronées, voire même pas recherchées. Vous avez participé au film. Vous pouvez nous dire un petit peu le travail que ça a été pour pouvoir faire ce documentaire, au moins que nos spectateurs puissent savoir que ça n'a pas été un hasard et que c'est sorti de quelque chose en fait. Oui. Alors c'est très amusant, moi je
suis intervenu très souvent dans la presse en Suisse en tant qu'anthropologue et je suis en train de ressortir un article de la Tribune de Genève de 99 disant Monsieur Michel, anthropologue. Puis ce matin, ils ont écrit sur moi, il se présente comme anthropologue. Donc il y a 20 ans, j'étais anthropologue, mais aujourd'hui, je me présente comme anthropologue. Et en fait, c'est caractéristique de cette caricature permanente. Pierre Barnerias, qui est le réalisateur, est un journaliste qui a une très longue carrière derrière lui, de grand reporter, animateur d'émissions, journaliste d'investigation. Tout d'un coup, on le présente comme un ex-journaliste. Vous voyez ? Et il a fait un travail évidemment magnifique, avec l'avantage comme moi, qui peut regarder arriver le cas échéant les attaques avec beaucoup de sérénité parce qu'il est inattaquable, il a tout sursé, il a tout documenté. C'est comme moi quand je dis ici qu'il y a un problème de corruption dans nos États, j'ai le British Medical Journal et j'ai l'université d'Oxford derrière moi, c'est pas moi qui l'affirme. Donc, ce qu'on est en train de voir, il y a des canards pourris comme Le Monde et Libération qui aujourd'hui sont parmi les plus corrompus des médias, qui ont fait un debunking, soi-disant pour mettre en lumière les mensonges de Hold Up. Et Pierre Barnerias fait un contre-debunking en montrant que tout ce qu'il présente dans le film est sourcé, que c'est confirmé par d'autres sources d'informations fiables et d'une manière qui permet de mettre en lumière la malhonnêteté de ces médias de vérification qui aujourd'hui sont des médias de propagande et de police de la pensée. Il y a encore effectivement, sur Facebook, si on met donc le film Hold Up, maintenant on a un avertissement en disant attention, fact-checking du monde, les faits ne sont pas... Et c'est une très très bonne transition justement parce que c'est là où je voulais en venir. On a vu récemment sur CNews une députée LRM venir mettre en garde les journalistes en disant que c'était une bombe nucléaire complotiste et qu'elle ne comprenait pas que son collègue juste un petit peu avant avait fait déposer ce documentaire avec le scénariste, excusez-moi. Et la journaliste en question, elle s'était très très bien défendue en lui disant mais si je comprends bien, vous êtes venu là pour nous dire qui vous devez recevoir, comment il faut qu'on parle avec les gens et surtout comment on doit développer l'argumentation. Qu'est-ce que vous pouvez répondre vous à cette députée LRM européenne ? Écoutez, je crois que depuis Coluche, j'avais jamais vu un sketch aussi hilarant. Et c'est à ce titre-là que je l'ai relayé sur les réseaux sociaux en disant mais il faut voir ça. Je veux dire, c'est tellement énorme. Donc après, franchement, je ne crois pas que ce genre d'intervention mérite une réponse intelligente. Ce serait vraiment lui faire beaucoup d'honneur. Si elle veut faire carrière dans le comique, qu'elle continue, elle est très douée. Si jamais elle veut essayer de dire des choses intelligentes, qu'elle commence par se documenter, qu'elle commence à développer son état critique, son esprit critique, pardon. Et puis le plus hilarant, évidemment, c'est quand tout d'un coup, au milieu de ces déblatérations totalement absurdes, elle a glissé, mais je suis une spécialiste de la liberté d'expression. Oui. Alors moi, en tant qu'anthropologue, ça m'intéresserait presque d'aller prendre des cours avec elle pour voir quelle est sa définition et son univers mental de la liberté d'expression, parce que a priori, ça n'a pas l'air d'être celle que je connais. Il faut venir beaucoup d'experts sur le plateau télé. Des experts de tout et de n'importe quoi, qui n'existaient pas juste un petit peu 2 heures avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi en France exige que les experts énoncent leur conflit d'intérêts et qu'aucun ne le fait, aucun journaliste ne les questionne et personne ne relève le fait qu'on a une anormalité. Et pour moi qui suis spécialiste des questions de santé, ce qui m'intéresse dans cette épidémie depuis le début, c'est la succession d'anomalités qui est phénoménale. Quand on refuse d'employer un remède qui guérit les gens, pour les laisser, ceux d'entre eux qui vont développer des formes graves, s'empirer chez eux jusqu'au moment d'être hospitalisés en urgence avec un risque de mort élevé, et qu'on dit c'est comme ça qu'il faut soigner les gens, je ne sais plus dans quel monde je suis, mais c'est plus celui de la normalité.